personnellement, moi, je suis un marcheur en forêt. Et lorsque c'est possible pour moi, à la fin d'une journée de travail, j'aime m'entourer, j'aime marcher dans ma petite forêt. Et ça me détend et ça me ressource énormément. L'industrie était roi et maître en forêt, sur des grandes superficies, et ils avaient des droits comparativement aux autres utilisateurs qui n'avaient que des privilèges dont ils se voyaient retirer l'exercice dès que le bois devenait à maturité. L'industrie forestière s'est développée, mais beaucoup autour du bois d'œuvre, hein? Beaucoup autour des scieries et des papetières. Progressivement, ces usines se sont fusionnées et aujourd'hui, la réglementation fait en sorte que le bois est réservé d'abord à l'usine de sciage et les copeaux et les matières résiduelles à la papetière. Mais en dehors de ces voies-là, il y a un peu de bois qui va vers le feuillu, qui va vers le poteau ou la palette, mais la diversification des marchés ne date pas d'il y a plusieurs décennies. C'est tout récent. L'avenir passe par la création de nouveaux créneaux d'excellence, soit recouverts en bois, soit avec du bois plein, parce qu'on réalise qu'à l'opposé de toutes les hydrocarbures, les plastiques et les agrégats, le béton, qui sont des matières non renouvelables, le bois est une matière renouvelable et qui détient en elle-même une grande richesse, une chaleur, une sensualité. Alors, tous ces aspects vont être mis à contribution pour de nouveaux produits dans les années à venir. Il est fort à parier. Ça a commencé par un hobby d'enfance, puis ça a tourné dans les escaliers, puis ça s'est amplifié. Je me suis documenté pour voir comment ils pouvaient bien fabriquer un escalier à développement. Donc, c'est la géométrie et la sculpture. Il n'y a pas de pliage dans un escalier comme ça. Donc, c'est de la pratique, à force d'en faire. Puis j'ai eu la chance, bien une trentaine d'années, de rencontrer un bon vieux monsieur qui lui avait les connaissances. Donc, il m'a dirigé comme il faut là-dedans. Lui va aller tout par la suite. L'aspect créatif dans notre usine, évidemment, chaque escalier doit être dessiné, que ce soit la plus simple à la plus compliquée. Il y a du dessin à faire, la géométrie en plan d'horizontale, en plan d'élévation, puis ce que ça prend pour la torsion des rampes. Ça, c'est la partie qui est peut-être la moins connue, mais qui est indispensable.
après tout ça, bien, quand les patrons sont tous déterminés, bien, c'est de tracer le bois, puis découper, puis sculpter. Donc, d'un escalier à l'autre, on dit créatif parce que c'est jamais la même façon de faire tout à fait. C'est la même géométrie, évidemment, les sculptures qui se ressemblent, mais il n'y a aucune pièce qui peut être faite d'avance, à part les petits baratins qu'on peut en faire un petit peu d'avance. Souvent, le client nous demande une façon de faire, puis j'ai l'idée de lui proposer quelque chose qui conviendrait mieux, puis le client, souvent, réagit positivement. Donc, on peut fabriquer ce genre d'escalier-là très exclusif. On est tous uniques dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est une passion avant tout. Je dis souvent aux gens, mon but, c'est de faire l'escalier, j'aime ça. Donc, ma plus grande récompense, c'est la grande satisfaction du client. Puis que l'escalier peut parler, peut être utilisé pendant des générations, puis elle va toujours demeurer l'orgueil du client. Le bel arbre pour concevoir un escalier ou d'autres meubles, bien, ils sont assez rares en forêt, surtout dans nos forêts qui ont été quand même ravagées. Mais il y en a encore suffisamment pour mon besoin, en tout cas. Donc, je vais cueillir ces soi-disant bio. C'est pas une façon industrielle comme une compagnie pourrait faire, ça n'en prend pas tant que ça. Donc, pour moi, un bel arbre, oui, je vois du beau bois, évidemment, puis avec la belle couleur, ils sont assez rares. Souvent, j'ai tendance à un peu perdre la notion du temps, autant sur le dessin comme sur la sculpture des rampes. Évidemment, c'est long tout ça, mais oui, je suis comme un enfant. Il faut que je me remette à la réalité. Il n'y a pas juste ça non plus dans l'entreprise. Il faut être un peu plus sérieux quelquefois, oui. Après ça, bien, inclure l'ensemble aussi des échantillons de coriandre et toutes les autres matières. Collé sur le panneau. Oui, mais on mentionne comme quoi qu'il y a plus ou moins l'élément que ça soit collé pour un de nos clients. Ben, je crois pas qu'on est créateur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une question de moment, c'est une question... je reviens toujours avec l'émotion, c'est une question d'émotion. On ne peut pas être créateur de 8 à 4, là? Non, non. Comme ce que je disais tantôt, depuis hier, je travaille sur un des systèmes de display. Puis, il correspond. Il répond aux attentes, mais j'ai pas de feeling dessus. Okay. Je croyais en avoir un en partant. Je viens juste de revoir un autre des sketchs que j'ai fait, puis de cliquer sur quelque chose, puis c'est complètement une autre direction. Puis je suis convaincu que c'est celui-là qui est le mieux maintenant. Si on prend exemple la matière qui est le bois plein,
OK, et non un plaquage, ça ne se traite pas de la même façon. Mais de concevoir avec le bois plein, de concevoir avec le plaquage, de concevoir avec le métal, puis de faire une union aussi de l'ensemble de ces matières-là, c'est intéressant. Ouais. Ça nous emmène toujours à... Parce que c'est surtout le bois plein, c'est matière vivante. Fait qu'il faut réfléchir, il faut comprendre, il faut toujours penser dans sa construction, donc ça nous limite d'une certaine façon. Puis aussi, d'un autre côté, ça nous pousse, ça repousse notre capacité de concevoir, puis on s'oblige à aller toujours un petit peu plus loin. Puis la plus belle place pour concevoir, là, c'est avec un beau petit verre de vin, dans un bel environnement. Ça, c'est immanquable. Immanquable. Tu sais, j'avais beaucoup d'intérêt à m'amuser à construire des petits chalets de Boiron, mais j'ai comme perdu ça à l'adolescence en me disant que j'avais l'impression que c'était trop facile. Je voyais pas la possibilité de continuer parce que les gens me disaient que c'était plus la mode, que c'était passé de mode. Mais j'ai réalisé pas tellement longtemps plus tard que plus une mode, que c'était bien. La construction de Boiron était vraiment je dirais, c'était plus que c'était l'emblème du Canada pour les étrangers. Puis, à partir de là, avec les compétences que j'avais, là, j'ai commencé à construire des chalets ou des refuges qui sont devenus notre marque de commerce, qui se sont améliorés au fil des années. Vu que je construis beaucoup de maisons avec des gros arbres, je pense que c'est ça qui fascine les gens, là, cette grosseur du bois-là, parce qu'on me dit tout le temps, vous n'avez pas ce bois-là au Québec, mais pourtant, il vient bien du Québec. C'est sûr que c'est parti d'une grande sélection. Ça prend beaucoup de temps avant de trouver suffisamment de bois pour bâtir une maison. Souvent, il faut couvrir des grandes superficies. Puis ça, il faut des planifications, il faut faire longtemps d'avance. C'est ça qui fait la valeur des belles constructions. Nous autres, chaque détail de construction, c'est visuel. Toutes les billes doivent être sélectionnées de façon à se ressembler, à avoir un mariage parfait. Ça veut dire que chaque grosseur de billes, pair et impair, c'est le gros bout et le petit bout. Mais c'est vraiment ça qu'il faut, au départ, qu'il faut bien sélectionner. C'est la sélection des billes qui est la base d'une belle construction. Je suis un grand passionné, je ne suis pas un petit passionné. Je suis quasiment comme les enfants heuristiques à chaque chalet. Je ne suis pas capable de bâtir deux chalets pareils. C'est partir d'un arbre, mais il faut jamais qu'ils se ressemblent. C'est une particularité dans tout ce que j'ai construit. Il n'y a jamais personne qui peut dire qu'il a construit deux chalets pareils, c'est pas vrai. Il y a de l'avenir, oui, dans la construction de Boiron, mais comme je vous dis, ça demeure pas un métier ordinaire. C'est vraiment spécialisé. C'est réservé à une catégorie de gens qui sont peut-être des artisans ou une classe de gens un peu spéciale, on peut dire. Puis aussi donner de l'entraînement à des jeunes qui étaient souvent des décrocheurs d'école. Puis ces jeunes-là, je les ai montés jusqu'à une année d'enseignement. Puis j'ai récupéré de ces jeunes-là qui ont pris le goût de construire. Puis
comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la construction de boiron, c'est aussi de l'artisanat. C'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Là. On peut pas on peut le découvrir à l'intérieur des jeunes après un certain temps. Les jeunes qui construisent, à un moment donné, ils voient pas, la première fois, ils n'ont pas vu le résultat de leur travail. Puis je pense qu'un coup, ce qu'on pourrait dire, c'est comme une peinture, que l'œuvre est achevée. Là, les jeunes ont vraiment, là, je les voyais les yeux devant ce qu'ils peuvent appeler, eux autres, le chef-d'œuvre. Moi, c'est qu'au 50e, c'était plus des chefs-d'œuvre, c'était un autre. Mais pour les jeunes, c'était vraiment... ils savaient trouver une capacité là, de... Puis il y avait quand je faisais signer le nom d'un jeune sur la dernière bille de bois, c'était pour lui un grand moment. Comme quelqu'un qui a son diplôme d'université, c'était un grand moment pour eux autres. À partir de l'usine de sciage, où traditionnellement on générait des bois de très haut grade et des bois de bas grade qui étaient utilisés en manutention, maintenant on essaie, en fonction des conditions de la forêt actuelle, de générer le maximum de bois à utiliser dans la seconde transformation, incluant la présence de marques de caractère. Le marque de caractère, c'est l'appellation, je dirais, politiquement correcte de défauts qui sont des nœuds, qui sont pas des fentes, mais qui sont des nœuds ou de la coloration qui peut être liée à du bois de cœur ou à des colorations chimiques du bois, qui traditionnellement n'entraient pas dans la composition de meubles ou de panneaux d'armoires de cuisine. Dans les planchers, c'était considéré comme étant du bois rustique, donc de très faible valeur. Donc ici, c'est une planche qui illustre bien le bois qui est utilisé pour le bois de palette dans l'industrie. Donc, c'est le type de contraintes que nous avons donné aux designers pour fabriquer les produits qui ont été utilisés dans le cadre du projet. Donc, c'est du bois de palette qui, en aucun cas, peut correspondre aux critères de qualité des bois utilisés pour la fabrication des meubles ou des armoires de cuisine par l'industrie actuelle. Donc, on peut voir des nœuds ouverts, des nœuds fermés. Les nœuds ouverts, normalement, ne sont pas utilisés, mais les nœuds fermés, la coloration très évidente qui ont été utilisés dans la fabrication de nos produits. Si nous n'avons pas de concept comme IKEA de développer dans notre pays, c'est probablement pour des raisons culturelles, mais aussi en grande partie lié au fait qu'on a travaillé en fonction de la disponibilité de la ressource qui était encore très présente. Les pays qui ont développé ces concepts-là ont utilisé beaucoup le processus de développement de produits et le design pour en arriver à mieux intégrer les différentes caractéristiques du bois dans le développement de leurs produits. Il est reconnu que la qualité des stocks sur pied a diminué considérablement et que si on veut renouveler cette forêt-là pour avoir une forêt de meilleure qualité dans l'avenir, les stratégies d'aménagement qui ont été acceptées par le ministère et qui sont imposées à l'industrie font en sorte qu'on exige de sortir le bois de mauvaise qualité qui ne présente pas d'avenir de nos forêts, ce qui fait en sorte que ça génère des sièges de plus faible qualité également. Donc on doit composer avec cette nouvelle réalité forestière. On doit composer aussi avec cette nouvelle réalité industrielle, mais c'est un défi important pour rentabiliser des opérations de sciage qui vont faire en sorte que le panier de produits va être de moins bonne qualité en termes tel qu'on est habitué de le connaître et qui fait en sorte que présente un défi également pour les utilisateurs en seconde transformation, comme les fabricants de meubles, armoires de cuisine ou de planchers, qui se voient confrontés à l'utilisation de ce bois-là. Le réseau de distribution qui fait la mise en marché des bois à partir de la seconde transformation, donc nos fabricants de meubles et d'armoires de cuisine, ont habitué le marché à recevoir des bois parfaits, donc sans marque de caractère.
Traditionnellement, en purgeant le bois de marques de caractère ou de défauts, ils garantissaient la vente de leurs produits. Maintenant, on pense que notre industrie est largement désavantagée si on maintient cette façon de faire parce que les bois qui sont générés par nos forêts québécoises avec les stratégies d'aménagement vont présenter de plus en plus de marques de caractère, de défauts qu'on pense qu'on peut utiliser dans les produits finis. Qu'on soit en construction ou qu'on soit en produit d'apparence, donc le meuble, armoire de cuisine et plancher, effectivement, l'innovation, la créativité, le design, dans le processus de développement de produits vont être les éléments moteurs qui vont permettre à nos entreprises de se démarquer sur les marchés et de compétitionner sur les marchés internationaux. Au moment de définir le projet, le designer a également intégré l'approche multimatériaux parce qu'il correspond également à une tendance de plus en plus recherchée par les consommateurs. Et donc, le designer nous a proposé l'utilisation de l'acier inoxydable et également du verre pour conjuguer le bois avec d'autres types de matériaux. Et ça, c'est un domaine excessivement intéressant en matière d'innovation et de recherche. On se rend compte que les consommateurs sont de plus en plus ouverts à ces nouvelles considérations qui conjuguent également le respect de l'environnement, le caractère naturel du bois pour une meilleure protection de l'environnement. Nous avons créé des meubles en demandant à un designer de travailler sous contrainte pour utiliser des bois qui présentaient des marques de caractère, donc des bois qui étaient normalement destinés à l'industrie de la manutention pour être utilisés dans des palettes. Donc, nous, on leur a demandé de fabriquer des meubles, armoires de cuisine, des meubles comme des tables et également sous forme de plancher pour aller vérifier l'acceptabilité du consommateur. Les premières réactions des consommateurs ont été, bien entendu, liées au design. Ça permettait de les attirer et après de leur expliquer le projet qui nous permettait de documenter si pour eux c'était du rustique, donc faible valeur, c'est ça que ça signifie rustique, ou du bois, un produit de meilleure qualité, donc qui signifiait une meilleure valeur. Et ça a été très intéressant de voir que les gens se préoccupaient beaucoup moins de l'agencement et se préoccupaient beaucoup moins de la présence des marques de caractère que du design et aussi de l'agencement de ces marques de caractère. Donc, ça vient confirmer que si on utilise bien le design dans le processus de développement de produits, on peut en arriver à maximiser la valeur de cette ressource forestière qui était laissée pour compte auparavant. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on va voir si cette version se vérifie auprès des consommateurs. Nous avons des réponses très intéressantes. Par la force des choses, dans les nouveaux débouchés dont il est question, ce ne seront plus la grande entreprise ni même la moyenne entreprise qui vont devoir se pencher sur des nouveaux créneaux. Ce sont des individus qui, de façon passionnée,